Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est ici donc au QG de The Quest. Moi je m'appelle Pierre Paris, j'ai 29 ans et je suis le cofondateur de The Quest. Aujourd'hui on est ensemble pour parler d'un élément qui est très important pour les entrepreneurs, à savoir la productivité. J'ai eu beaucoup d'entrepreneurs perdre pied, faire des dépressions et du coup un petit peu mettre en péril leur startup, et on va voir ensemble quelles sont les bases de la productivité et comment mettre en place un système qui te ressemble et qui te permet pour toi d'être productif. Allez, c'est parti. On va voir ensemble la méthode systémique CEO qui se base en 3 piliers. Le premier, c'est les bases, comprendre qu'est-ce qu'il faut absolument faire. Ensuite, on va parler des intentions et enfin, on va parler des routines. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car en fin de vidéo, je vais te parler des différents pièges dans lesquels les CEO des startups qu'on accompagne sont déjà tombés. Allez, c'est parti. On commence tout de suite par la base, à savoir les 3 éléments les plus importants pour devenir un bon CEO: sommeil, nutrition et sport. Alors, on va partir déjà dans un premier temps et on va parler du sommeil. Bien évidemment, pour le sommeil, il y a un livre qui est un incontournable, il s'appelle Why We Sleep. C'est vraiment un excellent livre, très très long, donc surtout le début est très intéressant, le reste après, il y a pas mal de répétitions. Donc je te conseille de le lire dès à présent si tu veux apprendre à comprendre pourquoi c'est important le sommeil. Mais pour te convaincre, je vais déjà te donner 2 chiffres. Le premier, c'est que si tu dors moins de 7 heures par nuit, tu vas augmenter de 70% les chances de tomber malade. En fait, la capacité de ton système immunitaire diminue de 70% si tu n'es pas bien reposé. Le deuxième chiffre que je veux te donner, c'est que tu diminues de 40% tes capacités cognitives si jamais tu dors moins de 7 heures par nuit. Pour moi, le sommeil, comme je l'ai dit, c'est vraiment la base. Maintenant, on n'est pas tous égaux par rapport au sommeil. On a plusieurs types et plusieurs profils qui existent. On appelle ça des chronotypes. Il y a 3 types de profils qui existent. Le premier, c'est l'ours. Le deuxième, c'est le lion. Et le troisième, c'est le loup. On commence du coup par l'ours. L'ours, il représente 55% de la population. Il dort entre 23 heures et 7 heures. Et il est très très productif plutôt en fin de matinée, entre 10 heures du matin et midi. Ensuite, on a le lion. Lui, le lion, il va dormir entre 21h30 et 6 heures et il va être productif sous 2 phases. La première, elle est entre 8h et 11h et la deuxième, elle est entre en gros 16h et 18h. Et enfin, on a le loup qui est détesté par la société parce que la société n'a pas été designée pour les loups. Lui, il va dormir à peu près de minuit à 10h et il va être productif par contre de 17h à 22h. Ce que les gens ont du mal à comprendre avec ces chronotypes, c'est qu'en fait, dans ta vie, tes chronotypes, ils évoluent. Et donc, la façon avec laquelle tu vas récupérer 8 heures de sommeil dans ta journée, elle évolue. Personnellement, avant, j'étais un ours et maintenant, je suis devenu un lion. C'est-à-dire que je me couche très tôt et je me lève très tôt et j'arrive à être productif très tôt dans la journée. Mon associé, par exemple, Maxime Lontel, est un loup. Et donc, il se couche très tard, il se lève très tard et il est productif très tard dans la journée. En fait, c'est OK, quel que soit le chronotype. Ce qu'il faut juste, c'est que vous appreniez à vous comprendre et à vous connaître par rapport à ça. Parce que mieux vous vous connaissez par rapport à ça, plus vous allez être productif parce que vous allez adapter vos journées. Vous avez de la chance d'être des entrepreneurs. Du coup, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de cadre. C'est à vous de mettre en place ce cadre. Dernier point avant de passer à la nutrition. Vous pouvez mettre en place des trackings de sommeil pour savoir si vous dormez bien. Globalement, ce qu'il faut à peu près viser, c'est 2 heures de sommeil profond par nuit et à peu près 1 heure, 1 heure et demie de sommeil paradoxal. Pour traquer ce sommeil, vous avez globalement 3 solutions. Soit vous utilisez une Apple Watch ou une Garmin avec laquelle vous dormez, soit vous utilisez une bague comme les Oura Ring qui vous permettent de mettre la bague et d'analyser votre sommeil. Et enfin, vous pouvez utiliser des bracelets qui sont spécialisés pour ça. Pour ceux qui ne veulent pas du tout de device, vous pouvez utiliser une application qui s'appelle Sleep Circle qui enregistre votre sommeil avec du coup, le microphone de votre iPhone et qui vous permet de faire une analyse ensuite. Le gros désavantage de Sleep Circle, et on en parlera en fin de vidéo, c'est que du coup, vous êtes obligé d'avoir votre téléphone dans votre chambre et ça va nuire à votre sommeil. Avant de passer à la prochaine partie, à la prochaine base du coup après le sommeil, je vais vous parler des 8 techniques que moi j'utilise pour avoir un sommeil très régulier. Et pour vous montrer que je ne suis pas un mytho, je vais vous montrer mon iPhone et exactement mon sommeil de cette dernière semaine. Donc, cette dernière semaine, j'ai dormi en moyenne 7h37, ce qui est un bon score mais qui est améliorable. Et vous allez le voir dans le graphique,
je me suis couché entre 21h30 et 22h, et je me suis réveillé entre 6h et 6h30. Les 8 éléments que je vous conseille à appliquer dès maintenant pour améliorer votre sommeil. La première chose, c'est qu'en fait, la base du sommeil, c'est la régularité. Ça peut paraître fou, mais en fait, on est trop conditionné à essayer d'avoir un bon rythme pendant 5 jours de la semaine et faire nawak le week-end. Alors, je ne vous dis pas de ne pas sortir le week-end ou pas vous coucher à 5h du mat avec vos potes. On n'a qu'une vie, il faut en profiter. Par contre, ce qu'il faut essayer, c'est d'avoir un différentiel entre 1 heure et 2 heures entre le temps où vous vous couchez et le temps où vous vous levez, entre la semaine et le week-end. Plus vous allez être régulier, plus vous allez avoir un sommeil récupérateur. La deuxième chose, c'est bien évidemment la caféine. Ne prenez pas de caféine trop tard. D'ailleurs, petite information sur la caféine, n'en prenez pas 1h30 après votre lever. Ça ne sert à rien. C'est comme si vous remettiez de la batterie dans un iPhone qui était déjà à 100%, ça n'a aucun effet. Donc attendez 1h30 après votre réveil et ensuite, vous pouvez prendre votre premier café. Ensuite, le troisième élément, c'est pas de téléphone avant de dormir. Donc moi, je fais une technique qui est très simple, c'est que je laisse mon téléphone dans le salon et je ne rentre pas dans la chambre avec mon téléphone. C'est une technique qui est appliquée par pas mal d'entrepreneurs de The Quest et je vous conseille de faire la même chose. Si tu n'arrives pas à dormir dans ton lit, tu te lèves de ton lit. Parce qu'en fait, le cerveau, il n'est pas conçu pour réagir, il est conçu pour anticiper les problèmes. Donc si tu as des insomnies dans ton lit, au moment où tu vas te mettre dans ton lit, il va anticiper l'insomnie et donc il va favoriser l'insomnie. Donc si tu n'arrives pas à dormir pendant 15 minutes, tu te lèves, tu vas faire autre chose dans le salon et une fois que le sommeil revient, tu te remets dans ton lit. Il ne faut pas associer l'insomnie avec le lit. Quatrième élément, c'est que la lumière est très importante. Donc bien évidemment, il y a tout ce qu'il y a autour de la lumière bleue qui en fait excite ton cerveau et donc t'empêche de dormir. Mais en réalité, il y a quelque chose qui est très important qu'il faut comprendre. Bon, l'homme, il n'est pas fait pour vivre avec des devices et avec des iPhones, etc. Il est fait pour suivre la lumière du jour. Donc, quand la lumière est en haut, ça lui indique qu'il y a un soleil. Donc, ça lui indique qu'il faut être en forme. Quand la lumière vient du bas, ça lui indique qu'il faut aller dormir. Donc, quand tu te prépares à dormir dans ta chambre, éteins les lumières plafonniers et allume ce qu'on appelle lampes de chevet. C'est pas pour rien, c'est pour justement te préparer à dormir. Ensuite, il faut conditionner ta chambre, c'est-à-dire te mettre dans un environnement le plus sécure possible. On s'est tous déjà un peu réveillés vers 4-5 heures du matin et c'est normal, c'est en fait lié à l'instinct animal de l'homme. On se réveille pourquoi? Pour vérifier que tout va bien. Donc plus tu vas mettre ta chambre en espace de sécurité, mieux tu vas dormir. Typiquement, moi je dors avec des boules caisses pour ne pas avoir de bruit et je fais en sorte que ma chambre soit complètement sombre lorsque je dors. La température idéale pour dormir, c'est 18 degrés. Moi personnellement, je ne le fais pas, mais scientifiquement, ça a été prouvé que c'était 18 degrés. Donc, mets ton environnement le meilleur possible. S'il faut que tu rachètes un oreiller, rachète un oreiller. Il faut investir dans un bon lit, vraiment, et potentiellement dans un surmatelas pour vraiment bien dormir, sachant qu'on passe quand même un tiers de notre vie dans le lit. C'est quand même important. Ensuite, si tu n'arrives pas à t'endormir, il y a un élément que tu peux sécréter, que tu sécrètes naturellement dans ton corps, mais que tu peux ajouter, ça s'appelle la mélatonine. Pour ça, tu peux rajouter de la mélatonine dans ton corps en utilisant par exemple un produit qui s'appelle Chronobian Immedia du laboratoire Pilège. Ce post n'est pas sponsorisé. Et enfin, dernier conseil, ne fais pas de sport trop tard parce que ça excite ton corps. Et donc, en fait, ça va non seulement décaler ton heure de coucher, mais en plus réduire la qualité de ton sommeil. Allez, c'est parti, on passe au deuxième pilier, à savoir l'alimentation. On passe du coup maintenant au deuxième pilier des bases à mettre en place, c'est la nutrition. Alors, je t'arrête tout de suite, je ne suis pas du tout nutritionniste et je suis complètement encore d'apprendre plein de trucs sur le sujet. Donc, je vais juste te communiquer les bases en fait à avoir sur la nutrition. La première chose, je pense que ce qui est important, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Donc, en fait, il faut comprendre les grandes catégories qui sont reliées à la nutrition, les glucides, comprendre ce que c'est que des féculents, des légumineuses, comprendre à quel point c'est important d'avoir des protéines et surtout, en fait, je m'applique une règle qui est assez simple, c'est de se dire, je ne mange pas tout ce qui est transformé. Donc, j'essaie de manger au maximum des aliments qui sont naturels et donc qui viennent directement en gros du jardin. Évidemment, c'est compliqué, surtout dans une semaine d'un entrepreneur parce qu'on va avoir des déj, on va avoir des cafés. Bref, c'est pas facile. Pourtant, c'est ce qui va vraiment impacter sa productivité et je mets un point d'attention sur ce qu'on mange le midi. Parce qu'en effet, l'après-midi, on a souvent des calls. C'est souvent un moment où il va falloir faire du management et il va falloir prendre des clients en call. Et donc, c'est important d'avoir beaucoup d'énergie parce que ça va conditionner beaucoup de choses sur son business. Ce que je m'applique et ce que j'applique aux entrepreneurs de The Quest, c'est ces différents points. 1. Boire 2 litres d'eau par jour. Ça, c'est la base parce que notre cerveau est composé majoritairement d'eau et qu'il faut du coup le réhydrater. La deuxième chose, c'est d'essayer de faire des jeûnes intermittents de 16 heures.
Aujourd'hui, c'est la mode. Il y a 5 ans, c'était la mode des régimes. Parfois, ça change, mais je trouve que c'est une bonne chose pour un petit peu faire un reset, notamment de son système digestif. Donc, j'essaye de faire des jeûnes intermittents entre le soir et le midi. Donc, vous l'aurez compris, je ne petit déjeune pas. Maintenant, encore une fois, il faut comprendre son corps et donc il faut adapter par rapport à ça. Il n'y a pas de vérité générale. Tout le monde, comme pour le sommeil, a son métabolisme. Et enfin, le dernier élément qui est assez important pour ceux à qui ça arrive, je vais vous raconter l'anecdote de Mélissandre. En gros, moi, il y a quelques mois, même maintenant il y a 1 an, je faisais ce qu'on appelle des mélissandries. Vous savez, Mélissandre, c'est cette personne qui se réveille la nuit pour aller manger en cachette dans la cuisine. Mélissandre, je sais que tu es en train de manger. Eh bien, je le faisais beaucoup parce qu'en fait, je ne comprenais pas mon corps et je faisais plus de sport que je ne donnais de nutriments à mon corps. Donc en fait, je mangeais des choses qui n'étaient pas bonnes pour mon corps la nuit lorsque j'avais faim. Et en fait, à partir du moment où j'ai compris les protéines, et j'ai compris à quel point je ne mangeais pas du tout assez de protéines, ces mélissandries se sont arrêtées. Tout ça pour vous dire que essayez de mettre en place et essayer de comprendre ce qui marche pour vous et ce qui ne marche pas pour que vous puissiez en fait adapter votre alimentation à votre besoin. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille 2 livres. Le premier, c'est The 4-Hour Diet de Tim Ferriss. Et oui, Tim Ferriss n'a pas écrit que The 4 Hours a Week. Il a aussi écrit un livre sur l'alimentation. Et vous allez voir, le titre et le sous-titre du livre est assez ricain dans son approche, car il t'explique que c'est pour devenir l'homme le plus sain et le plus sexy du monde. Le deuxième livre, c'est Bulletproof Diet de Dave Asprey. Je ne l'ai pas lu, mais dès que je parle de nutrition, tout le monde me le recommande. Donc je vous le donne, je vais le lire en parallèle et on pourra en parler ensuite. On va maintenant passer à l'importance du sport et avec le sommeil, l'alimentation et le sport, on aura donc nos bases pour ensuite passer à des éléments plus profonds. C'est parti. Allez, c'est parti. Du coup, on va parler maintenant du sport. Alors, je vais vous parler de 2 entrepreneurs que j'aime beaucoup, qui le disent très bien. Le premier, c'est Naval. Naval explique une chose simple, c'est qu'un, il ne met pas de réveil le matin et 2, il ne commence pas sa journée tant qu'il n'a pas passé 1 heure à faire du sport. C'est quelque chose de non négligeable pour lui. Et bon, on n'a pas tous la réussite de Naval ni le cerveau de Naval, mais ça vous montre l'importance qu'a une personne aussi influente dans la Silicon Valley sur le sport. La deuxième personne qui a poussé le vice du sport hyper loin, c'est Sam Ovens, l'ancien CEO de consulting.com, qui est aujourd'hui cofondateur de Skool. Il est allé tellement loin qu'il a en fait pris un coach sportif et un nutritionniste en CDI qu'il a fait dormir chez lui dans son penthouse à New York et qui du coup lui faisait des séances sur mesure tous les jours et lui préparait ses plats. Alors évidemment, on n'a pas tous le luxe ni financier ni au niveau de nos appartements de pouvoir inviter notre coach personnel chez nous. En revanche, il y a des minimums qu'on est capable de faire et qui sont super importants. Déjà, le sport, c'est le meilleur moment pour avoir des super idées. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on est dans un monde où on est victime de ce qu'on appelle l'infobésité. C'est-à-dire qu'on a plein d'infos qui viennent à nous. Le moment du sport, c'est souvent un moment où on a notre téléphone qui est loin et qui est en mode avion. Et donc, ça nous permet en fait de libérer, comme dans un ordinateur, de la RAM pour que ce cerveau puisse en fait avoir des idées, ce qu'on appelle aujourd'hui un peu les shower ID, c'est-à-dire les idées qu'on a sous la douche. Le sport est un excellent moment pour le faire. La deuxième chose qu'il faut prévoir, c'est l'aspect financier et temporel. C'est-à-dire qu'il va falloir prévoir des ressources pour faire du sport. On va le voir juste après dans la partie routine. Il faut que vous soyez convaincu que faire du sport, c'est bien pour votre corps, bien pour votre esprit et donc bien pour votre startup. Et donc, il va falloir mettre les ressources en face, financières et au niveau du temps. Financière, eh bien, allez expliquer à vos investisseurs, si vous avez levé des fonds, que le sport est hyper important et que c'est un investissement pour ensuite aller faire du ROI avec votre startup. Et donc, prévoyez un budget dans ce sens-là. Salle de sport, équipement à la maison, ce que vous voulez, mais prévoyez un budget. Et ensuite, dans votre organisation personnelle, mettez une intention sur le fait de faire du sport et donc prévoyez un moment pour faire du sport. Le matin, le midi, le soir, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois par semaine. Ça va dépendre de votre objectif et enfin de qui vous êtes. C'est pareil, c'est comme le sommeil. Apprenez à vous connaître et trouvez le rythme qui vous convient. Perso, mon sport de prédilection, c'est la course à pied et j'utilise même pour faire certaines réunions avec des personnes que je n'ai pas vues depuis longtemps, faire ce que les Américains appellent le catch-up. Bien, du coup, on a terminé cette partie. Donc, je vous rappelle, 1, dormez, 2, mangez bien, 3, faites du sport. Si vous avez ces 3 piliers-là, on peut maintenant parler du reste. Mais tant que vous n'avez pas ça, le reste ne suivra pas. C'est vraiment par étapes qu'il va falloir le faire. On va passer maintenant à la deuxième partie de cette vidéo, à savoir les intentions et les objectifs.
Allez, c'est parti. Donc là, on a un terrain de jeu qui est beau gosse. On a un bon sommeil, une bonne alimentation et on fait du sport. Donc là, on a une machine interne qui est apte à passer à l'étape suivante, qui est une étape qui est un petit peu, on va dire, philosophique et qui est très personnelle. Mais sans ça, il n'y a pas de productivité. Cette étape, c'est l'intention et le why. La majorité des entrepreneurs, et surtout les entrepreneurs à succès, ce qu'ils font, c'est qu'ils arrivent à avoir un why profond. C'est-à-dire, ils sont animés par un élément qui les anime tellement qu'ils en font une obsession. Et donc que cette obsession en devient une start-up parce qu'ils arrivent à en créer un modèle économique. C'est comme ça que se font les différents éléments. Alors c'est une question qui est super dure à répondre et on va mettre beaucoup de temps pour certains à y répondre dans un premier temps. Il y a une deuxième difficulté à cette question, c'est qu'en fait son why profond, il évolue. Par exemple, si je vous prends un exemple dans le sport qui est assez parlant, si vous dites « Ok, je vais faire un marathon ». Ok, pourquoi? Parce que j'ai envie de me remettre au sport, donc je vais avoir un why profond qui est « Je veux me remettre au sport et donc je veux m'inscrire à un marathon ». Très bien, tu t'inscris à un marathon dans 8 mois. Tu commences les entraînements, etc. Et en fait, au bout de 4 mois, ça y est, ton why profond a été achevé. Parce que tu t'es remis au sport et tu as remis le sport dans ton quotidien. Et donc, ton why profond, il va peut-être changer. Potentiellement, tu vas découvrir qu'en fait, tu as envie de faire un marathon parce que tu as envie de prouver à ton père, à ta mère, à ton frère que tu es capable de le faire. Tu as envie de dealer, comme on dit. Tu as envie de leur montrer que tu es capable de le faire. Et donc, en fait, il faut être très honnête avec son why profond et il faut être OK avec le fait que son why profond change. Parfois, si vous continuez un projet alors que votre why profond a profondément changé, il peut y avoir un décalage. Et souvent, ça se finit mal. Je vous donne un autre exemple dans le business. On avait un entrepreneur qui se lançait dans un business qui n'était pas écolo-friendly. Donc du coup, qui consommait beaucoup d'éléments et qui polluait beaucoup. Au fur et à mesure de sa vie, il est devenu beaucoup plus écolo-friendly. Et donc en fait, il était plus aligné avec ce why, sauf qu'il ne voulait pas se le dire. Parce qu'il avait mis du temps à monter sa startup, qu'il ne voulait pas l'arrêter, qu'il se sentait mal par rapport à ses investisseurs. Mais en fait, plus on est honnête et plus on prend des décisions qui vont être radicales par rapport à ça, plus on va avoir une vie qui va être entre guillemets facile. Vous connaissez ce dicton hard choice, easy life, easy choice, hard life. Les questions que tu dois te poser en tant que futur CEO d'une startup ou bien CEO d'une startup, c'est les suivantes. Pourquoi tu fais ça? C'est quoi ton but? Qu'est-ce que tu aimes profondément dans la vie? Qu'est-ce qui t'anime? Et pourquoi ça t'anime? Et enfin, un dernier élément, une fois que tu auras bien maturé ça, c'est pourquoi tu y crois. C'est quoi ta croyance? C'est quoi ta conviction? Qu'est-ce que toi, tu as compris du marché que l'autre en face n'a pas compris? Et pourquoi tu veux démontrer au marché que tu as cette intention-là? Une fois que tu as réalisé ces questions-là, qui sont des questions, on s'entend, très généralistes et qui demandent du coup, comme je l'ai dit en première partie, d'avoir de la rame de cerveau pour avoir en fait la disponibilité mentale de te poser profondément ces questions-là. Si dans ta journée, tu es partout, tu es à droite, tu es à gauche, tu enchaînes des meetings de 1/2 heure, des calls, des machins, tu vas au sport, tu vas voir ta copine, tu vas voir tes potes, machin, en fait, tu n'as pas ce temps-là. Et aujourd'hui, c'est cool d'être busy, mais ce n'est pas efficace d'être busy. Si tu es busy, tu n'as pas le temps de réfléchir à des questions profondes. Tu crois que les personnes qui arrivent à écrire des livres, qui arrivent à écrire des rapports scientifiques, qui arrivent à monter des boîtes hyper ambitieuses, ils n'arrivent pas à avoir ce temps-là de réflexion. En fait, ils le trouvent ce temps-là parce qu'ils sont animés par quelque chose. Ça peut être la célébrité, ça peut être l'argent, ça peut être l'honnêteté intellectuelle et le fait de devenir de plus en plus sachant, mais ils sont animés par ces questions-là. Donc il faut juste que tu trouves de manière honnête avec toi-même qu'est-ce qui t'anime. Tu vas te poser 3 questions très simples une fois que tu auras compris ta zone dans laquelle tu vas vouloir évoluer. 1. Pourquoi tu entreprends? Argent, statut, donc pouvoir mettre sur LinkedIn que tu es CEO, ou bien l'aventure humaine et intellectuelle. Quelle est la problématique qui t'anime? C'est-à-dire quel est le sujet sur lequel tu te dis je veux passer les 10 prochaines années de ma vie dessus. Et enfin, quelle est l'intention que tu es prêt à y mettre? C'est-à-dire quels sont les sacrifices que tu es prêt à y mettre? Quels sont les sacrifices au niveau social? Quels sont les sacrifices au niveau de ton corps? Quels sont les sacrifices au niveau spirituel? Tout ce que tu veux, mais quels sont en fait l'emphase que tu es capable de mettre face à cet objectif-là? C'est hyper important. L'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde, ce n'est pas facile. Et aujourd'hui, la concurrence, elle est de plus en plus féroce parce que les gens vont de plus en plus vite. Donc, si tu n'es pas capable d'avoir à la fois une obsession et donc du coup d'y mettre en face les moyens pour achever et aller plus loin dans ton obsession, ça ne sert à rien. Il y a quelque chose qu'il va falloir que tu comprennes très bien. C'est qu'en fait,
tes nécroses personnelles vont être amplifiées dans ton business. Et donc les nécroses de l'entrepreneur deviennent les nécroses du business. Donc pour ça, on va toucher à un cousin de la productivité qui s'appelle le développement personnel. Et c'est ça toute la beauté de l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, tu vas vachement apprendre à te connaître. Non seulement au niveau de ton corps, mais aussi au niveau de ton esprit. C'est-à-dire comprendre profondément qui tu es. Et en fait, tu ne peux pas te mentir, tu ne peux pas me mentir. Les gens qui mentent dans l'entrepreneuriat et qui entreprennent pour les mauvaises raisons se font toujours rattraper tôt ou tard. Plus tu es aligné avec tes valeurs et aligné avec qui tu es, déjà, mieux ce sera, et deux, plus tu iras loin. Donc pour aller plus loin dans le développement personnel, on ne va pas en parler dans cette vidéo, je vais te donner 3 éléments. Le premier, c'est un podcast que j'aime bien qui s'appelle My Better Self de Louise Aubéry, dans lequel elle interviewe des personnes assez connues et on rentre un petit peu dans la profondeur de qui ils sont, de leur personnalité et des différents obstacles qu'ils ont pu rencontrer dans leur vie. Le deuxième, c'est un livre, moi personnellement, qui a changé ma vie, qui s'appelle Le pouvoir du moment présent, qui justement met en lumière le fait que le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore et que le seul élément important, c'est le présent. Et Jean de la Roche-Brochard, en parlant de Xavier Niel, il fait référence. Il dit que Xavier Niel, sa force, c'est le fait qu'il soit à 100% dans le moment présent. Quand il rencontre quelqu'un, il lui serre la main, il retient son nom et il est 100% avec lui. Malgré toutes les occupations et toutes les distractions qu'il peut avoir, il ne touche pas son téléphone quand il est en one-one avec quelqu'un. Et ça crée un moment intime, qui est un moment vraiment intemporel, dans lequel en fait il va créer une relation. Et le fait de rencontrer un nombre élevé de personnes dans sa vie fait qu'en fait les opportunités qu'il va avoir vont être bien plus grandes. Parce qu'en fait, les liens qu'ils vont tisser, tout le monde aura l'impression d'avoir un lien particulier et unique avec cette personne. Et donc je te conseille de travailler là-dessus pour en fait être tout le temps présent dans le moment présent. Et bien évidemment, ça s'applique à ce qu'on appelle les moments de flow, c'est-à-dire les moments de concentration où tu es tellement dans le moment présent que tu vas faire de chaque minute sur lesquelles tu travailles sur ta tâche un moment exceptionnel. Et c'est là que tu vas réaliser des éléments ou mettre en place des problématiques qui vont sortir de la mêlée. Et enfin, te faire accompagner. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins tabou qu'avant, mais globalement, prends un coach sportif, prends un psychologue, prends un psychiatre, bref, fais-toi accompagner avec une personne, que ce soit officiellement des coachs et des personnes certifiées, ou bien même d'autres personnes qui sont en dehors de ton business, qui comprennent le langage dont tu parles et qui vont pouvoir comprendre, avec qui tu vas pouvoir décharger. C'est l'un des gros atouts qu'on a mis en place chez The Quest, qui est difficilement tangible, mais c'est le fait de pouvoir parler de tes problématiques avec des personnes qui comprennent le milieu dans lequel tu es. Ça fait un bien fou et souvent, ce n'est pas un appui psychologique qu'on peut avoir auprès de ses potes. Donc, tu l'auras compris, ce qu'il faut maintenant que tu travailles dans cette étape, c'est ton why. Qu'est-ce qui fait que tu as envie d'entreprendre? Une fois que tu as compris ça, on peut passer à la troisième partie de cette vidéo, à savoir le pouvoir des routines. Allez, c'est parti. Donc, on a vu dans cette première partie comment bien se sentir dans son corps et dans sa tête avec le sommeil, l'alimentation et le sport. Ensuite, on a vu bien définir les différentes intentions et le pourquoi on entreprend. Et maintenant, on va voir l'outil le plus important pour mettre en place ces différents objectifs, à savoir les routines. La personne, évidemment, le GOAT sur le sujet, c'est James Clear, qui a créé un livre qui s'appelle Atomic Habits, dans lequel justement il développe en détail le pouvoir des habitudes et comment est-ce que ces habitudes peuvent changer votre vie. Donc je vous le dis tout de suite, les habitudes, c'est la structure même de qui vous êtes. C'est hyper important. On a tous des habitudes et on a tous des routines. La différence entre une routine et une habitude, c'est l'intention. Une routine, c'est une habitude sur laquelle on a mis une intention de vouloir le faire. Mais on a tous des habitudes. Et donc, essayez de ne pas rentrer dans cette fameuse guerre de « je prends une douche froide tous les matins, donc je vais devenir un bon CEO », ça n'a rien à voir. La question, c'est, comme on l'a vu dans la partie 2 de la vidéo, qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu es prêt à mettre en face? On va prendre l'exemple très simple du marathon. Je veux courir un marathon. Première chose, pour mettre en place un projet, il faut lui donner une date. Donc, disons que le marathon est dans 90 jours. Première chose qu'on peut faire, c'est qu'il va falloir s'engager à faire ce marathon. Donc, pour ça, il y a 2 éléments. 1, l'argent. Donc, on va payer notre place de marathon, parce que c'est un engagement qui est financier. Et 2, on va le dire aux gens. Donc, en fait, on va faire ce qu'on appelle de l'accountability. Et l'accountability, globalement, c'est le fait de dire à son pote qu'on va faire un marathon ou bien c'est de créer un groupe pour s'engager
en fait, faire un premier engagement par rapport à cet objectif. Ensuite, on va se dire, OK, pour préparer mon marathon en 90 jours, comment est-ce que je peux le découper en petites actions? Pour ça, on demande à un conseiller ou on demande à ChatGPT, il va nous aider. Donc là-dessus, on sait que globalement, il va falloir courir à peu près 5 fois par semaine pour pouvoir faire ce marathon. On va mettre en place cette routine de se dire chaque début de semaine, donc à savoir souvent le dimanche soir, on va préparer sa semaine. Et donc quand on va préparer sa semaine, on va préparer ses objectifs et on va planifier ses séances. C'est hyper important de le planifier en début de semaine parce que sinon vous allez trouver une excuse en disant « Ah ouais, mais il y a eu tel truc, il y a eu tel imprévu et tout ». C'est OK d'avoir des imprévus et quand on planifie sa semaine le dimanche soir, il faut toujours laisser ce qu'on appelle 30% de tampon parce que la vie d'une startup fait que de toute façon, vous avez une visibilité, surtout au début de votre projet, à 1 semaine. Vous n'avez pas une visibilité à 6 mois. Il faut être véloce, il faut envoyer du pâté. Donc, il faut être capable d'être flexible sur votre emploi du temps. Ensuite, pour être sûr que vous réussissez à réaliser ces différentes séances, vous allez faire ce qu'on appelle un feedback de vos routines. Donc, je vais vous montrer un exemple de mon tableau de routine. Mais en fait, vous allez faire un input manuel de est-ce que vous avez fait votre séance ou pas. Donc, en fait, c'est un tableau très simple où vous allez avoir ici Run. Ici, vous allez avoir les différents jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, etc. Et donc, vous allez tout simplement mettre un tic comme ça ou un tic comme ça si vous l'avez fait. Le but étant, à la fin de la semaine, ici, d'en avoir 5. Si vous sentez une baisse de motivation, ce qui est normal, sur un objectif à 90 jours, vous allez avoir une courbe qui va ressembler à ça sur votre motivation. Qu'est-ce qui se passe? Ici, on est très motivé. Résolution de janvier, on est trop content. Let's go, on va faire un marathon. On le dit à tout le monde. Tout le monde dit, ouais, truc de ouf, t'es un génie. OK. Là, on court, on court, on court, on court. Petit à petit, on va avoir de plus en plus la flemme de courir. Il va commencer à pleuvoir. Il va commencer à y avoir une proposition de verre avec un pote, etc. Donc, on va baisser notre motivation. Ce qu'il faut faire ici, c'est un bilan. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on l'a vu en début de partie de la vidéo, le why, il a changé. On va passer d'un why 1 à un why 2. Donc ici, il faut faire ce qu'on appelle un bilan. L'importance des routines, c'est d'avoir des bilans, c'est-à-dire créer ce qu'on appelle une boucle de rétro-feedback. Donc, comment vous allez faire? Ce que vous allez faire, c'est qu'en début de semaine, le dimanche soir, vous allez prévoir votre semaine. Donc, vous allez prévoir tous les différents slots associés aux différents éléments sur lesquels vous avez mis une intention. C'est-à-dire, je veux bien être dans mon corps, je veux bien manger, je veux bien dormir. Donc déjà, où est-ce que je le place? Ensuite, vous allez prévoir vos slots entre 8 et 10 heures de taf minimum par jour où vous allez avoir vos moments de productivité et vos moments sociaux. Globalement, la productivité le matin, de manière générale, et le social, globalement, le soir. Donc, prenez pas de call à 9h30 le matin parce que ça casse votre matinée. OK? Bien sûr, vous le faites par rapport à vous, par rapport à votre système. Ensuite, vous allez créer des bilans. Donc, soit les bilans, vous les faites une fois par semaine à la fin de la semaine, soit vous pouvez le faire tous les jours. Ce qu'on appelle le fameux journaling. Je trouve que c'est un outil qui est super puissant. Et je vais vous en parler à la fin de la vidéo. Une fois que vous avez mis en place cette boucle de rétro-feedback, ce qu'il va falloir faire et qui est hyper important, c'est de bien comprendre les routines. Et on va en parler tout de suite. Alors, on va décortiquer ensemble comment est-ce qu'on va rendre et comment on va réussir à mettre en place une routine. Globalement, il y a plusieurs études sur comment réussir à implémenter de manière naturelle une routine dans son quotidien. Certains disent qu'il faut 3 mois, d'autres ils disent qu'il faut 66 jours. Ça dépend des études, mais globalement, sachez que ça prend du temps de mettre en place une routine. Les routines, ça nous permet de miser sur ce qu'on appelle les effets composés. Prenez l'exemple d'un arbre à qui on donne un petit peu d'eau chaque jour. Cet arbre va de plus en plus grandir. Et c'est sur cet effet-là, en fait, que les routines sont super importantes et super puissantes. Il y a 4 éléments qui sont hyper importants sur les routines. Le premier élément, c'est qu'il faut rendre notre routine évidente. Le deuxième élément, c'est qu'il va falloir réussir à la rendre attractive. Le troisième élément, c'est qu'il va falloir la rendre facile. Et enfin, le quatrième élément, c'est qu'il va falloir la rendre satisfaisante. Je vais prendre un exemple. Moi, tous les matins, je fais des étirements et du gainage. Ça me prend littéralement 10 minutes. Okay? Comment est-ce que je la rends évidente? Tout simplement en mettant en place le matériel, c'est-à-dire un tapis et mes deux éléments pour faire mes pompes, la veille au soir. Je la mets en place dans la salle, comme ça quand j'arrive dans la salle, c'est déjà prêt. Comment est-ce que je rends cet élément attractif?
j'écoute de la musique. Ça me motive, ça me fait plaisir. Et donc le matin, j'écoute de la musique, ça me fait plaisir. Ça rend l'élément attractif. Comment est-ce que je le rends facile? Je le rends facile en y allant crescendo. Je ne me prends pas pour Arnold Schwarzenegger dès le premier jour. J'y vais de manière incrémentale. Donc peut-être que le premier jour, je vais faire 5 pompes, le deuxième 6 pompes, 7 pompes, etc. J'ai commencé il y a un mois, j'étais à 10 pompes. Là, je fais 3 séries de 13 pompes. J'y vais de manière incrémentale. Il ne faut pas arriver en mode je vais monter l'Everest. Et ensuite, satisfaisante. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais juste après ça? C'est quoi la récompense que je me donne? Et moi, typiquement, la récompense que je me donne, c'est que je sais que juste après cet élément, je vais prendre ma douche. Donc, c'est ce qui va me permettre justement d'avoir une satisfaction par rapport à ça. La satisfaction, c'est une action que vous devez faire qui n'a rien à voir avec la tâche que vous faites actuellement et qui vous permet du coup de vous donner une récompense. Donc, ça peut être aussi, je me fais un café, je vais dehors, évitez le délire, je scrolle sur Instagram, même si c'est très tentant, et que si ça marche pour vous, faites-le. Encore une fois, c'est votre système. Si vous avez du mal à mettre en place votre routine, je vais vous donner 2 éléments importants pour réussir à les garder. La première, c'est que moi, j'ai un élément qui s'appelle la routine minimale et la routine maximale. C'est-à-dire que j'essaye tous les jours dans ma routine, qui est ici, de, évidemment, toujours placer mon curseur ici, c'est-à-dire faire 100% de ma routine. Mais si un jour j'ai vraiment la flemme, je me dis ok, je vais faire 70% de ma routine aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, je favorise et je mets de manière plus importante le fait de ne jamais couper ma série de routines plutôt que de ne pas la faire. Donc, si vraiment je me sens mal, j'ai mal au bras et tout machin, au lieu de faire 13 pompes, je vais faire 2 séries de 10 pompes. Mais au moins, je vais me présenter. Donc, je vais ce que les Américains appellent je vais show up every day. C'est-à-dire que tous les jours, je vais quand même venir face à ma routine pour la faire. Parce que je sais au fond de moi que ça me fait du bien et surtout parce que j'y ai mis une intention. Donc j'ai fait un pacte avec moi-même que j'ai envie de respecter parce que ce pacte-là me fait du bien. C'est pour ça que c'est compliqué et c'est même impossible de copier les routines des autres parce qu'en fait, une bonne routine, c'est une routine qui est modelée par rapport à sa personnalité et par rapport aux objectifs qu'on a. Donc c'est très bien de comprendre les routines des gens dans un premier temps pour s'inspirer de ce qu'ils font de manière habituelle tous les jours, mais ce n'est pas pour autant que c'est une routine qui va marcher pour vous. Donc la douche froide, l'eau froide, c'est important pour l'organisme et ça permet notamment de préparer l'hiver. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de prendre des douches froides pour devenir Elon Musk. C'est là où il y a vraiment un élément important à avoir. Ça, c'est la première chose, c'est que je fais minimum ou maximum et en fonction des journées, j'arrive à faire le maximum si je suis en forme. Et la deuxième chose, c'est une phrase de Kobe Bryant qui est hyper importante, c'est de dire « je ne négocie pas avec moi-même ». Ça, c'est hyper important d'avoir ce mindset-là, de dire « non mais en fait, je t'explique, il y a 3 mois, on a mis cette intention-là. Si on veut atteindre cet objectif-là parce qu'il est animé par notre moi profond, donc par notre why profond, viens, on le fait. Parce qu'on sait que si en le faisant, on va atteindre cet objectif-là. Donc, si je résume, on a vu comment préparer le terrain, sommeil, sport, alimentation. On a vu comment est-ce qu'on pouvait définir ces objectifs qui nous animent vraiment. Et enfin, on a vu le pouvoir des routines. Bien évidemment, on pourrait faire une vidéo sur chacun de ces points, tellement il y a de choses à dire. Avant de vous quitter, je veux juste vous parler d'un élément, à savoir le téléphone. Le téléphone, c'est vraiment un énorme obstacle à tout ce qu'on vient de dire dans cette vidéo. Donc, je vous donne 2 conseils. 1. Supprimez toutes les notifs de votre téléphone. C'est vous qui allez vers votre téléphone et ce n'est pas lui qui vient vous prendre votre attention. C'est hyper important et c'est ce qui va vous permettre vraiment de reprendre le contrôle sur votre temps. Le deuxième élément dont je vais vous parler, c'est le multitasking, c'est-à-dire le fait de faire 2 choses en même temps. C'est très lié à votre téléphone, mais globalement, essayez de ne jamais être sur votre téléphone quand vous êtes avec d'autres personnes. Essayez d'avoir une qualité de présence à 100% parce que c'est ce qui va vous permettre vraiment d'avoir des effets composés dans le temps. J'espère que cette vidéo vous a plu et si vous voulez en découvrir plus et apprendre à devenir un bon CEO, on se donne rendez-vous sur cette chaîne YouTube pour découvrir les autres contenus. Ça part.